Gel des avoirs à l'étranger, interdiction de voyager. Et au-delà de ces sanctions qui frappent durement et personnellement les membres de la junte militaire qui a pris le pouvoir par la force le 5 septembre dernier en Guinée, cette fois-ci, c'est un envoyé spécial en la personne du diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chambast que l'on nomme médiateur pour renforcer le dialogue et faciliter le processus de transition. Même si les nouvelles autorités à Conakry gardent un ton mesuré et discret jusque-là sur ces mesures qui les touchent et récusent très poliment mais fermement ce dernier choix de nomination d'un médiateur, il est clair pour tous, la tension est montée d'un cran entre la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et les autorités de transition en Guinée. Mais sur place à Conakry, comment se vit ce bras de fer? Comment sont perçues et analysées ces sanctions qui frappent leur pays? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Conakry, la capitale de la Guinée, avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, Mariama Satina Dialossi, PDG du groupe mondial Tour, ancienne ministre guinéenne du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat et présidente du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires de Guinée. Bonjour Madame Mariama Satina Dialossi. Bonjour Alain Foucault. Merci d'être là. Notre second invité est Fatou Baldé Yassane, directrice exécutive de la coalition des femmes leaders de Guinée. Bonjour Madame Fatou Yassane. Bonjour Alain Foucault. Troisième invité de ce plateau, Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Bonjour Maître. Bonjour Alain Foucault. Quatrième invité de ce plateau du débat africain à Conakry, Souleymane Keita, député membre du bureau exécutif du RPG Arc-en-Ciel, Rassemblement du peuple de Guinée, le parti d'Alpha Condé. Bonjour Monsieur Souleymane Keita. Bonjour Alain Foucault. Alors j'ai envie de commencer en demandant comment vous vivez ce bras de fer entre la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et les autorités de la transition. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet, Madame Baldé? Merci Alain Foucault de me donner l'opportunité de m'exprimer ici sur les ondes de RFI. Pour d'abord exprimer ce que nous ressentons aujourd'hui, il faut d'abord vous dire ce que nous avions, ce que nous pensions de la CEDEAO il y a une décennie. Il y a une décennie, on considérait que la CEDEAO était l'organisation sous-régionale la plus structurée, qui s'était dotée d'outils permettant de lutter contre la dictature et la confiscation du pouvoir par des moyens illégaux. Cela a été, et on a vu comment le pouvoir est passé, par exemple, d'un Alpha Omar Konaré à un ATT, comment c'est passé au Bénin entre Kérékou, Nicéphore Soglo, Kérékou, après Yahi Boni. On a vu au Sénégal comment est-ce que les choses se sont passées. On a vu de l'alternance qui se dessinait au niveau des pays. Mais depuis l'arrivée de ces hommes qu'on a appelés des opposants historiques au pouvoir, ils ont mis à l'eau tous les efforts fournis par leurs prédécesseurs en matière de gouvernance, de démocratie et d'alternance au pouvoir. Aujourd'hui, ce bras de fer nous désole parce que la Guinée est membre fondatrice de la CEDEAO. Mais en même temps, vous ne pouvez pas demander à la CEDEAO de cautionner les coups d'État. C'est ce que j'en viens. Il y a plusieurs types de coups d'État. Lorsque la CEDEAO a accepté qu'on tue et qu'on réprime pour tripatuer la Constitution et s'éterniser au pouvoir sans réagir, cela a donné de l'appétit. Elle a réagi. Elle n'avait peut-être pas les armes pour réagir, mais elle a réagi. Sa réaction était très timide parce qu'il n'y avait pas eu de sanctions à l'époque. Personne n'a été sanctionné. Il n'y a pas eu de menaces et rien du tout. Maintenant, vous savez, les putschs surviennent toujours suite à l'échec, à la réponse d'une question politique et qui donne la légitimité aux militaires de s'imposer à la scène politique. Mais en même temps, vous ne pouvez pas demander à la CEDEAO d'applaudir. Nous n'avons pas demandé de les applaudir, mais il y a des avancées depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Chose rare qu'il faut quand même souligner, c'est la première fois qu'on fait un putsch en Afrique et qu'on nomme un gouvernement 100% civil. C'est une avancée. On va arriver à ça. Et donc, nous pensons que les sanctions ne sont pas forcément les bienvenues en ce moment. Il faut suivre et accompagner le processus. Suivre et accompagner le processus, mais en même temps, on écoute les autorités qui disent on ne veut pas de celui qui a été nommé à la place. J'ai entendu des gens dire jamais de Ibn Chambas ici, et vous faites partie de cela, Madame Mariama Satina Dialossi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas normal que la CEDEAO veuille accompagner cette transition en nommant quelqu'un? C'est bien normal que la CEDEAO veuille accompagner quelqu'un. Mais on aurait souhaité entendre
la voix de la CEDEAO quand on tripatouillait la constitution guinéenne, quand on a imposé au peuple de Guinée un 3e mandat qui n'était pas d'actualité. Lorsqu'on tuait à Bambete Koza et qu'on a empêché une grande partie de la population à exprimer son désir de démocratie, on n'a pas entendu la CEDEAO. Elle venait de temps en temps. J'aime beaucoup M. Ibn Chambas, qui est un homme extrêmement humble, qui est un homme posé, calme, mais qui nous visite depuis 2006. Depuis octobre 2006, nous avons reçu Ibn Chambas quand nous étions à la société civile au CNOX. À l'époque, il était à la CEDEAO. Il a accompagné la Guinée pendant la CEDEAO. Nous avons eu Donc c'est quelqu'un qui connaît la Guinée, qui a une expérience de la Guinée. Il connaît la Guinée, mais tout le monde a suivi les soubresauts de la Guinée, les soubresauts politiques, les soubresauts après ça, il y a eu les massacres du 28 septembre. Après ça, il y a eu l'épisode de Konaté. Nous sommes rentrés aussi dans des élections démocratiques. Je faisais partie de ce gouvernement de transition qui avons porté M. Alpha Condé au pouvoir. Avec un grand plaisir, il a dirigé le pays. Nous pensions que la Guinée allait enfin s'ouvrir. Mais nous avons assisté pendant 3 ans à un refus systématique du pouvoir de l'époque d'organiser des élections législatives. Et pendant ce temps, la CEDEAO était là aussi. Donc, monsieur, il y a un problème entre les textes, ce qui se dit et ce qui se fait. Mais en même temps, on a un organisme, vous avez beau dire ce que vous voulez, lorsque les organismes des autres régions d'Afrique regardent la CEDEAO, c'est un organisme qui marche, c'est un bel outil d'intégration régionale. Vous ne pouvez pas demander à un organisme comme celui-là de se dire, à chaque fois je vais intervenir dans les États, de la même façon que lorsqu'on fait un putsch. Il s'agit d'un putsch militaire. C'est un putsch, moi je dirais que c'est un coup de balai, excusez-moi. Tout le monde s'attendait à une explosion en Guinée. Il faut se dire la vérité. Oui, mais maintenant que l'explosion se fait, est-ce qu'il ne faut pas penser à la suite? Oui, mais justement, on est en train de gérer la suite. Il y a eu une charte. Le CRND a pris le pouvoir. Et je pense que tout le monde a applaudi quand le CRND a pris le pouvoir. C'est vrai qu'il y a eu une liesse populaire. Il y a eu une liesse populaire extraordinaire. Est-ce que cette liesse populaire, si vous souhaitez le silence de la CEDEAO, ne risque pas d'entraîner d'autres liesses populaires parce qu'on n'aime pas un président dans un pays? Là, j'ai envie de poser la question à M. Souleymane Keita. Souleymane, quand vous entendez tout ça, vous qui appartenez à la mouvance présidentielle qui a été renversée, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes plutôt en faveur de ces sanctions ou pas? Nous avons vécu le matin du 5 septembre une situation, je dirais, brutale et inattendue. Et au niveau du parti, après avoir observé quelques jours, nous avons pris acte de ce qui est intervenu. C'est-à-dire que le fait que le mandat du professeur Alpha Condé ait été abrégé de cette façon-là. Et depuis ces jours, le RPG s'est mis dans une posture qui consiste à se remobiliser et à trouver les voies et moyens pour participer de manière responsable au processus de transition qui a commencé. Vous savez que nous sommes quand même un grand parti au regard des résultats des différentes élections depuis 2010. Nous sommes autour de 41-42% de l'électorat de la Guinée. Maintenant, la CEDEAO, j'étais membre du Parlement de la CEDEAO, donc je sais un peu de quoi il s'agit. Je ne peux pas applaudir forcément des sanctions en tant que telles, mais je pense que nous sommes dans un monde global, donc il ne sert à rien de s'enfermer. Et je ne considère pas non plus que les réponses données par les nouvelles autorités soient un bras de fer qui soit engagé. À ce que je sache, il y a des contacts. Il y a des contacts, mais on a refusé. Le président de la transition a clairement écrit pour dire ce n'est peut-être pas la bonne idée d'envoyer de nous mettre un envoyé spécial ici, en la personne de Ibn Chambas. Justement, ce sont des discussions qui peuvent évoluer. Mais est-ce que vous comprenez les sanctions vis-à-vis des gens C'est un principe normatif
hein, au niveau de l'institution de la CEDEAO, quand il y a un coup d'État, on sanctionne. Il est dit clairement que l'on ne favorise pas, hein, l'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Donc, du coup, ce sont des sanctions de principe de la CEDEAO et c'est tout à fait normal. Maintenant, à l'intérieur, il y a que le processus d'évolution de la société doit continuer. L'État ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a eu forcément un coup d'État. Maintenant, le reste des questions, comme je l'ai dit, ce sont des discussions qui peuvent évoluer en fonction, n'est-ce pas, de l'évaluation que les uns et les autres font de la situation Mais globale. pensez-vous nécessaire aujourd'hui qu'il y ait un envoyé spécial ici? Vous qui êtes à l'intérieur et qui regardez comment c'est en train de fonctionner. Bon, ça dépend. Je pense que la CEDEAO est dans son droit de penser d'amener un envoyé spécial pour suivre l'évolution au jour le jour de la situation Mais politique. les autorités vous disent on n'en a pas besoin, oui, qu'il y a déjà des contacts. Maintenant, ça dépend du contenu qu'on donne à cette mission-là. Ça dépend du contenu. Aujourd'hui, je crois que depuis le 5, le CNRD a ouvert des concertations et ces concertations ont abouti à un certain nombre de choses, notamment l'élaboration d'une charte de la transition, même si elle a été rédigée en dehors des acteurs politiques et sociaux. En tout cas, au niveau des acteurs politiques, je ne pense pas que les gens aient été associés, mais il y a une charte quand même qui a été approuvée par l'ensemble de la classe politique guinéenne. Aujourd'hui, on est à la phase de la mise en place de ces organes. Il y a un gouvernement qui est mis en place que nous saluons. Et je le disais, pas à la suite je le dis à la suite de madame, c'est vrai que j'étais très surpris de voir un gouvernement 100% civil. 100% civil. Il y a juste deux militaires qui sont à la retraite. Deux militaires à la retraite. Et ça, ça en dit long, à mon avis. Et pas d'anciens ministres. Voilà. Pas d'anciens ministres. Personne ne s'y attendait vraiment. Justement. Moi, ça m'a donné à réfléchir et j'ai pensé qu'effectivement... Au sein de votre parti, on y réfléchit? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Parce que logiquement, quand il y a un coup d'État, les militaires se partagent. Mais là, vous n'êtes plus dans la rancœur alors au sein du RPG? Non, nous n'avons jamais été dans la rancœur, non. Si, quand même. Non, pas du tout. On a interrompu le mandat qui était le vôtre. Le troisième, certes, mais c'était votre mandat. C'est une situation qui est arrivée et j'aime le rappeler souvent. Le RPG a certes travaillé des années durant pour l'accession au pouvoir du professeur Alpha Condé. Mais n'oubliez pas que la gestion du pays ne s'est pas faite exclusivement avec le RPG. Il y a beaucoup d'autres cadres qui ont été associés, y compris de l'opposition qui fait des va-et-vient selon les intérêts. Donc aujourd'hui, quand on doit faire une évaluation de la situation, il faut tenir compte de tout cet ensemble global pour avoir une appréciation beaucoup plus objective. Maître Mohamed Traoré, vous qui êtes observateur de cette situation, comment vous jugez l'action de la CEDEAO? Écoutez, Alain Foucault, je ne suis pas simplement un observateur de la situation. Je suis un membre actif du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. J'ai assuré la coordination du collectif des avocats de cette structure. Donc, je ne parle pas en tant que simplement observateur, je suis partie prenante à toute cette situation. Et je pense que pour comprendre la réaction des Guinéens, il faut aller voir un peu ce que dit la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette charte condamne la prise de pouvoir par des moyens militaires. Mais la même charte considère comme changement anticonstitutionnel le fait de tripatouiller les instruments juridiques pour fausser le jeu de l'alternance démocratique. Et c'est ce qui s'est passé exactement à Guinée. Pendant tout ce temps-là, on n'a pas entendu, au-delà même des morts qu'il y a eu pendant les manifestations, on n'a jamais entendu la CEDEAO s'exprimer sur cette question. Je comprends parfaitement. Lorsque la CEDEAO est composée de chefs d'État qui ont eux-mêmes dans leur pays usé de la même voie pour, disons, fausser le jeu de l'alternance démocratique, cette CEDEAO ne pouvait pas réagir face à la situation qui se dessinait en Guinée. Donc, on n'a pas entendu la CEDEAO. Le FNDC, par exemple, et beaucoup d'autres Guinéens ont interpellé la CEDEAO sur ce qui était envisagé par le pouvoir Alpha Condé. Donc, voyez-vous, lorsque la même CEDEAO, à la suite d'un coup d'État militaire, réagit en sanctionnant les auteurs de cette prise de pouvoir par des moyens militaires, les Guinéens ne comprennent pas. Ils y voient une situation de deux poids, deux mesures. Parce que quoi qu'on dise, aussi longtemps qu'il y aura des coups d'État militaires,
ou plutôt des coups d'État constitutionnels, il va y avoir des coups d'État militaires. Je pense qu'on doit s'habituer aujourd'hui à cette notion de coup d'État salvateur. Carrément. Carrément. C'est vrai que c'est mêler les militaires à la politique. L'intervention, non, il ne s'agit pas pour les militaires de se mêler à la politique. Mais à chaque fois que les institutions démocratiques échouent, à chaque fois que le jeu démocratique est faussé, naturellement, des militaires vont tenter... Mais est-ce qu'il n'existe pas d'autres mécanismes juridiques qui empêchent ce tripatouillage? Oui, je pense que ce mécanisme juridique doit être examiné au sein de la CEDEAO elle-même. Je pense qu'elle doit se pencher sur la question. Autant elle est à cheval contre la prise du pouvoir par l'armée, autant la CEDEAO doit trouver des moyens qui pourraient empêcher des chefs d'État, sous prétexte de consulter le peuple, de tripatouiller la Constitution, de réviser la Constitution. Parce que ce qui s'est passé en Guinée, la Constitution de 2010 disait que le président est élu pour un mandat, pour 2 mandats non renouvelables. Donc, et chose importante, disposition importante, la même Constitution dit que toute révision portant sur le nombre et la durée de mandat est insusceptible, disons, est inacceptable. Autrement dit, la durée du mandat, le nombre de mandats est insusceptible de révision. Alors, lorsque l'ancien pouvoir s'est rendu compte de cet obstacle juridique, il a préféré carrément changer de constitution, en disant que si la charte de la CEDEAO sur la transition, enfin, de la charte africaine de la démocratie vise simplement la révision de la constitution, nous allons trouver un moyen de contourner cet obstacle-là en changeant carrément de constitution. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans l'émotion ici, dans le sens où, oui, la plupart des gens ont été choqués par le fait que l'on ait touché à cette constitution. Et on regarde ces militaires comme des sauveurs de la nation. On a connu d'autres sauveurs de la nation où ça s'est plutôt très mal terminé. Je pense que tout le monde se souvient de l'épisode de Moussa Dadis Camara. Alain Foka, je vais vous dire que les Guinéens ne sont pas dupes. Ce n'est pas un blanc-seing qui est accordé au CNRD. Comme on le dit, nous veillons au grain, nous observons. Les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Donc c'est pourquoi, encore une fois, nous ne sommes pas dupes, nous voyons ce qui se passe. Et au moment venu, lorsque le CNRD déviera du chemin qu'il s'est tracé lui-même et qui lui a valu cette adhésion populaire, je pense que les Guinéens ne manqueront pas de s'exprimer. Vous pensez que aujourd'hui, c'est d'abord une question de 3e mandat ou bien c'est une question d'adhésion à l'action de ces militaires, d'après vous? Nous étions arrivés à une situation de blocage en Guinée, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas. Je pense que certains prédisaient des lendemains assez difficiles, assez chaotiques pour la Guinée, parce que tous les fils du dialogue étaient rompus. Donc, c'est pourquoi lorsque le CNRD, et certains même disent qu'en réalité, le CNRD n'a pas pris le pouvoir en raison du changement de constitution, soit. Dans tous les cas, le CNRD, pour justifier la prise du pouvoir, s'est appuyé sur les revendications formulées par un bon nombre de Guinéens, notamment en ce qui concerne leur opposition au changement de constitution, qui, de toute évidence, n'avait pour finalité que le 3e mandat et éventuellement une présidence à vie. Parce que quand on écoutait certains discours de Michel Alpha Condé, il dit « tant que je serai au pouvoir, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela ». Donc, le CNRD s'est quand même appuyé pour justifier sa prise du pouvoir sur ces revendications. Sur ce blocage qui était devenu latent. Et d'ailleurs, récemment, celui qui est censé être le numéro 2 du CNRD, le colonel Amara Camara, a dit que le Rubicon a été franchi lorsque la constitution qui avait été soumise au peuple de Guinée n'a pas été celle qui a été promulguée et rendue obligatoire. Cela était quand même une première dans l'histoire constitutionnelle du monde. On soumet une constitution. M. Suleiman Keita a eu à débattre de cette question avec d'autres Guinéens et même des juristes étrangers. Je crois qu'il a été également sur notre plateau il y a quelque temps pour la question. Donc, voyez-vous, le CNRD s'est essentiellement appuyé sur ces revendications-là, sur les récriminations que les Guinéens avaient par rapport au régime Alpha Condé. Et comme je l'ai dit, dans l'une ou l'autre hypothèse,
en tout cas le CNRD a réussi à mettre fin à une situation qui risquait d'être explosive. Maintenant, il va falloir qu'à l'international, le CNRD, la junte en place, trouve les moyens pour pouvoir renouer avec la communauté internationale. Nous a rejoint dans cette seconde partie M. Mamadou Bello Barry, responsable de la communication adjoint du FNDC, qui est le Front National pour la défense de la Constitution. Il est également directeur exécutif de l'ONG Destin en main. Bonjour, M. Mamadou Bello Barry. Bonjour, M. Alain Foucault. Vous avez écouté, et ceux qui nous ont écoutés avant, parler de ces sanctions de la CEDEAO vis-à-vis des autorités en place ici en Guinée, des autorités de la transition. Votre point de vue là-dessus, est-ce que vous comprenez ces sanctions? Est-ce qu'elles ne se justifient pas par le coup de force qui a été fait? Alors, M. Alain, je vais aborder dans le même sens que certains de mes prédécesseurs, parce qu'il faut comprendre que s'il y a eu ce coup d'État militaire, et c'est parce qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, et où réellement la CEDEAO peut-être n'a pas joué pleinement son rôle. Et lorsque le problème se posait en Guinée, lorsqu'on tuait des Guinéens, lorsqu'on nous kidnappait pour nous mettre en prison, lorsqu'on on mettait la pression sur certains à quitter même le pays et aller en exil, lorsqu'on a des infirmes à vie, la CEDEAO n'a pas joué réellement le rôle qu'on attendait. Alors, qu'est-ce que la CEDEAO aurait pu faire? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire dans un État où il y a une administration qui a été élue? Oui, mais élue dans quelles conditions? Élue dans le sang, élue dans la terreur, élue dans la violation de nos textes et même les textes de la CEDEAO. Donc à partir de cela, moi je crois la CEDEAO... Pour vous, les sanctions devaient commencer dès ce moment-là, c'est voilà. Ça? Suleiman Keita, comment vous réagissez à ça? Non, sincèrement, je ne comprends pas la posture des uns et des autres. Lorsque l'on se met dans une logique réductionniste qui consiste à dire simplement il y a eu un coup d'État constitutionnel en Guinée, moi je ne suis pas d'accord parce que Maître rappelait tout à l'heure comment on appelle le document sur la gouvernance et la démocratie de la CEDEAO. Je crois que les textes sont très clairs. Hein. Il est dit qu'on ne peut pas toucher à des aspects substantiels d'une constitution à 6 mois d'une élection. Le principe, il est très clair. Ici, il y a eu un débat. Hein. Je ne voulais pas revenir sur le débat de la Constitution, mais je suis obligé. Il y a eu un débat qui a polarisé l'opinion et chacun avait son commentaire. On a même déjà débattu cela dans cette émission. Donc, je ne voudrais pas qu'on revienne là-dessus. Justement, on avait notre mouvance. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu des élections. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le référendum constitutionnel, il y a eu une élection présidentielle à laquelle ont participé la quasi-totalité des acteurs politiques représentatifs. Donc le débat là, il est clos. Aujourd'hui, je ne comprends pas non plus lorsqu'on pense qu'il y avait un régime illégitime, alors que nous avons fait des élections ici, des élections inclusives. Mais c'est justement les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées que tout le monde dénonce. Mais écoutez, il y a eu une première tentative de coup d'État contre le professeur Alpha Condé, c'était avant la fin de son premier mandat. Je crois que c'était en 2012 ou en 2013. Ça s'est passé. Le débat ne se situe pas à ces niveaux-là. Il faut qu'on essaye d'évoluer un peu et comprendre, peut-être trouver des raisons ailleurs. Au niveau de la mouvance, je vous l'ai dit, nous, on est déjà en train de nous inscrit dans la suite. Voilà, vous inscrivez dans la suite. On s'inscrit dans la suite des événements. J'ai le sentiment, lorsque j'ai écouté la plupart des gens ici, que la question se polarisait sur la personne de Ibn Chambaz, Mohamed Ibn Chambaz, qui a été envoyé spécial. J'écoute beaucoup qui disent « pas lui, pas lui ». Pourquoi pas lui, Mme Baldé? En fait, la première fois que nous avons rencontré Ibn Chambaz, il était président de la commission de la CEDEAO. Il y avait eu une crise ici où nous étions des actrices vraiment de premier plan. On a fait tomber le gouvernement par la rue et à l'époque, le général Ibrahim Badamassi Babangida, accompagné de Ibn Chambaz, était venu.
Parce qu'on estimait qu'en dehors de la CEDEAO, Babangida est un général de l'armée. Il a exercé le pouvoir et il est revenu de manière démocratique. Nigeria. Il a laissé encore qu'il était plus facile de parler au général Lansana Conté. À l'époque, on avait eu un embryon de changement, mais qui n'a pas pu être allé au bout parce qu'on était inexpérimenté. Ensuite, le général Lansana Conté est décédé. Il y a eu le coup d'État. Ibn Chambas est venu, il avait un ton ferme. J'ai été témoin à Abuja, à la 8e réunion du groupe de contact. Il y a des femmes qui se sont levées ici pour aller défendre les atrocités du stade du 28 septembre. Il les a chassées. Il a dit qu'il était déçu de voir des Guinéennes se lever pour aller défendre une junte militaire qui a commis des crimes sur leurs sœurs. À l'époque, il était un homme qui exerçait correctement sa mission. Mais par la suite, on a vu un Ibn Chambas accommodant vis-à-vis de Alpha Condé et qui ne pouvait rien faire. La dernière fois qu'il était en mission ici, il a fait inviter les opposants à une réunion chez le chef de file de l'opposition de l'époque. Ces gens sont partis, c'est devant lui, il était là, que la police d'État est venue cueillir les opposants pour les amener à la DPJ. Et ça a créé un tollé. Il savait que s'il partait sans que ces gens ne soient libérés, sa carrière était foutue. Ils ont été libérés quelques heures après. Donc pour vous, Ibn Chambas n'est pas s'est la trop personne accommodé. idoine. Et aujourd'hui, il y a des soupçons qui pèsent sur sa personne. Pour vous, il serait proche d'Alpha Condé, c'est ça? Il Non, défendrait... c'est que le problème, il avait été très proche de lui et il était devenu très accommodant. Il était devenu en fait comme un conseiller de Alpha Condé. Alors, la situation arrive comme ça, je crois que la junte a eu raison. Mais comment expliquer dire... que ce soit lui qui ait été choisi? Je pense que quand on a été pendant 12 ans, 2006 à maintenant, facilitateur, médiateur dans un pays qui allait de problème en soulèvement populaire, en massacre, en élection mal gérée et en deuxième coup d'État, je pense que je comprends les Guinéens aujourd'hui qui disent non, on ne veut pas de lui parce que, en fait, peut-être s'il n'avait pas été accommodant, comme elle le dit, le mot me convient aussi, avec le système qui était là, on n'en serait pas dans cette position. Nous ne sommes pas contre l'accompagnement de la CEDEAO. Nous avons besoin de la CEDEAO, monsieur Alain Foucault. Il faut le comprendre. Donc c'est une question de personne, là. Non, c'est-à-dire, nous aimerions que la CEDEAO accompagne la Guinée dans cette phase. Mais nous ne sommes pas en crise. Tout le monde a accepté, M. Keïta est là. Il dit qu'il veut aller de l'avant. C'est le RPG. Il a défendu le RPG sur tous les autres. Surtout que la CEDEAO, c'est vrai, reconnaît des avancées Exactement. dans le travail de la junte en place. La CEDEAO reconnaît les avancées. Il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer. Le CND a sorti la charte. Le gouvernement est sorti. Il n'y a pas eu de recyclage. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Recyclage, c'est-à-dire des anciens ministres des anciens ministres que nous sommes, nous avons tous été exclus. Vous avez été balayés. Nous avons été complètement balayés. On a accepté avec le sourire en se disant peut-être cette belle expérience va donner quelque chose. Et je pense que tout le monde, les partis politiques, la population, tout le monde a accepté ce coup d'État. Pensez-vous qu'en ce moment-là, on a besoin de facilitateurs? Moi, je pense que c'est Mais pour comment cette vous voulez que la raison... CEDEAO fasse? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour parler avec le pouvoir en place. Mais écoutez, il y a une représentation de la CEDEAO en Guinée. Il y a le bureau de la CEDEAO avec un monsieur qui est très compétent, qui est là, qui connaît bien la situation de la Guinée. Le Ghana n'est pas loin, le Mali, enfin le Sénégal ou bien monsieur le président de la Côte d'Ivoire ne sont pas loin de la Guinée. Nous pensons que nous n'avons pas besoin spécialement, que ce soit monsieur Ibn Chambas ou un autre, nous estimons en Guinée que mais j'ai le sentiment que ça se focalise beaucoup sur Ibn Chambas, non? Non, pas forcément, non. Ça ne se focalise pas sur lui. Nous pensons que nous n'avons pas besoin d'un facilitateur pour régler nos problèmes. Mamadou Bello Barry, vous partagez ce point de vue? Oui, moi je voulais aborder cette question autrement. Je crois aujourd'hui la Guinée a beaucoup plus besoin à ce que tous les acteurs qui peuvent apporter un plus pour qu'on ait une transition réussie, il faut aujourd'hui que nous nous penchions vers cette idée-là. Aujourd'hui,
si la CEDEAO décide d'envoyer, je ne sais pas, un facilitateur, un émissaire ou un médiateur, c'est-à-dire c'est la CEDEAO qui a pensé, qui a réfléchi à cela. Et on ne connaît pas les raisons pourquoi la CEDEAO a délégué M. Ibn Sambash. Mais la question, pour moi, la question la plus importante qu'il faut se poser dans cette situation-là, c'est aujourd'hui comment est-ce que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, que ce soit la junte ou que ce soit la CEDEAO ou la communauté internationale en général, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait réellement un espace de dialogue, d'échange, de partage pour que nous partions vers une transition réussie. C'est-à-dire, si nous revenons sur les problèmes, nous risquons peut-être de rater l'objectif qu'on s'est fixé. Parce qu'aujourd'hui, les militaires sont là. Et il faut travailler en sorte pour voir comment poser des bases solides pour cette démocratie guinéenne. Comment est-ce que nous pouvons faire que, Mais à on ne peut partir pas de vivre cette en transition, autarcie. On qu'on ne ne peut pas peut- vivre en qu'on ne autarcie. puisse plus revivre les mêmes situations. C'est ce qu'il faut faire. Et nous connaissons, la CEDEAO est composée, comme ils l'ont dit, des différents chefs d'État. Donc, on ne sait pas comment est-ce que ce choix est fait, pourquoi ce choix. Mais D'après vous, pourquoi? Parce que vous avez une idée. Lorsque vous dites ça, vous souriez un peu. Pourquoi, d'après vous? À qui vous pensez? Allez-y. non, je ne pense pas directement à quelqu'un, mais ce que je vais dire, Monsieur Alain, moi, ce qui m'importe dans cette transition-là, qu'on ait une transition réussie. Et tous les acteurs ont besoin de se parler. Et quand, même si je ne suis pas d'accord à 100% avec Suleiman, mais lorsqu'il dit aujourd'hui, il faut qu'on aille vers cette transition-là, peut-être les acteurs vont se réunir pour travailler sur ça. Moi, je crois qu'il est important que les acteurs et les lignes vont avancer. Alors, Hein? le président dit, moi, je veux mettre tout le monde autour d'une table. Mais on ne peut pas, dans le même temps, ignorer qu'on appartient à la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un organisme où la Guinée est membre. Comment voulez-vous que l'on fasse cette transition sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne discuter avec vous? Est-ce que ça ne fait pas mal parce que c'est les autres qui ont choisi Ibn Chambas? Madame Yanzané, Non, Alain Foucault, en fait, il faut comprendre une chose et comprendre le peuple de Guinée. Nous avons même un excès de fierté quelque part pour ce que nous avons été par le passé. mais bon, il y a souvent des qui crises fait ici, que, hein, malgré oui, la fierté. d'accord. Et cet excès de fierté, on n'arrive pas à nous en débarrasser. Aujourd'hui, on ne peut pas aussi nier que c'est le CNRD qui gouverne le pays. On ne peut pas le nier. Et on ne peut pas nier qu'ils ont aujourd'hui une légitimité populaire. Il y a des avancées. C'est la première fois qu'un gouvernement de putschistes est composé 100% de civils. Ça, vous l'avez dit. C'est une avancée. On est en train de mettre en place les organes. Il ne faut pas nous étouffer parce que nous étions déjà étouffés. On est venu nous donner un souffle d'oxygène sentiment et on d'entendre veut la nous même chose replonger. avec le Mali, Non, là, mais on non. a parlé. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la CEDEAO accepte que nous sommes sur une voie de sortie de crise. Certes, il faut mettre un cadre de concertation, mais pourquoi ne pas nous consulter? À chaque fois qu'il y a un putsch dans un pays, on crée un groupe international de contact, on met des personnes que nous ne connaissons pas, qui ne connaissent pas nos problèmes. Personnellement, j'ai Mais là, vous remarqué avez que dit c'est à que chaque Ibn Chambas fois. connaît Non, la c'est Guinée. à chaque fois. Écoutez, il apprend. J'ai constaté que quand les émissaires de la communauté internationale arrivent, ils n'ont aucune base. Ils nous interrogent, ils nous reçoivent à tour de rôle. Ils ont un assistant derrière qui prend des notes, qui retourne dans sa chambre d'hôtel, qui fait une note et tout, qui dit que voilà la situation qui prévaut. Et quand vous lisez, c'est du copier-coller entre les différents acteurs. Pour cela, pour éviter maintenant qu'eux, ils s'imaginent ce qui doit être fait, associez-nous à ce qu'on se dise, qu'on nous dise, nous avons la Donc, vous proposition auriez voulu 2, 3, 4 participer au personnes. choix. Choisissez une personne. Là, on aurait accepté. Mais je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a délégué Ibrahim Gambari pour résoudre la crise birmane, il y a en 2008, au même moment que Chambas commençait à venir ici, le monsieur, il a vite compris que c'était trop lourd pour lui, il a jeté l'éponge. Ce qui est à son honneur, parce qu'il a reconnu qu'il ne pouvait pas. Mais Chambas, c'est toujours avec ce petit sourire accommodant. Quand vous lui parlez, c'est un ange.
Mais il ne peut rien faire. Il n'a pas cette poigne-là. Il n'a pas eu cette force de caractère de dire à Alpha Condé qu'il était sur la mauvaise voie. Est-ce qu'il n'y a pas une envie chez vous de choisir vous-même celui qui va être à la qu'on CEDEAO? nous propose vous sentez trois pas ça, noms et Souleymane qu'on Keita? choisisse un? C'est-à-dire que, encore une fois, je ne vois pas trop l'intérêt de la polémique autour de la personne d'Ibn Chambash. J'ai dit tout à l'heure que moi, je considère qu'il n'y a pas de rupture et qu'il n'y a pas de tension entre les nouvelles autorités guinéennes et la CEDEAO. Moi, j'ai bien lu la lettre du président de la transition quand il dit que l'envoi d'un envoyé spécial n'est ni opportun ni nécessaire. Par contre, qu'il reste ouvert à la discussion et aux missions intermittentes. Pour moi, il n'y a pas de polémique à faire. Mais pourquoi ne pas rester à cette solution-là? Cependant, la CEDEAO, c'est une institution qui a son mode de fonctionnement, évidemment. Lorsque elle estime nécessaire d'envoyer un émissaire, que ce soit Ibn Chambash ou un autre, le problème de la Guinée sera résolu par les Guinéens. Chambash ne peut que peut-être assister aux discussions, rendre compte à la conférence des chefs d'État, et conséquemment, ils verront dans la mesure du possible comment accompagner la Guinée à la la transition. Mais la transition, sa gestion, c'est en Guinée, c'est avec les acteurs guinéens. Et pour le moment, je considère que le CNRD est dans cette voie, parce qu'il y a les concertations, et on a fait du bien en mettant en place cette charte. On est en train, les tractations ont commencé pour la mise en place du CNT, chacun se consulte. Et ça crie actuellement dans toutes les entités, que ce soit les partis politiques, la société civile, même chez les religieux, il y a des problèmes pour que les gens puissent désigner leurs représentants. Pour moi, ce n'est pas Chambash qui va venir désigner. J'ai le sentiment, pendant les quelques jours que j'ai passés ici, que ce CNRD est en train de séduire tout le monde. Je me trompe ou pas? Oui, mais oui. On a le sentiment, c'est-à-dire le fait qu'ils aient donné un gouvernement. Monsieur Foka, suivez un peu la première déclaration du colonel Mamadi Doumbouya. C'est comme si les forces sociales regroupées au sein du FNDC lui avaient prêté les éléments de langage pour faire sa première déclaration. La gabégie, l'exclusion, l'instrumentalisation de la justice, la politisation de l'administration à outrance. Mais quand je l'écoutais, j'étais là en train, c'était comme s'il me donnait un levain, c'est comme s'il parlait avec ma bouche. Alors, vous savez, quand ça arrive comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Et c'est-à-dire, vous savez, quelqu'un peut vous marcher sur le pied, vous le retirez. Mais c'est que le régime de fait avait mis le pied sur notre tête. Et aujourd'hui, quelqu'un est venu enlever cela. La première fois que sans débourser un franc en Guinée, tous les Guinéens sur l'étendue du territoire sont sortis fêter le 2 octobre avec fierté, drapeau à main, à coude avec l'armée. Ça a été quelque chose de merveilleux parce que nous étions étouffés et essoufflés. Toutes les libertés individuelles confisquées, avec la falsification des lois. Avec votre permission, oui, là je ne suis pas d'accord avec madame. On a fêté la fête d'indépendance, je crois, le 60e, je crois. Et vous avez vu, c'est à l'occasion d'ailleurs, on a découvert colonel Mamadi Doumbouya. C'était un événement. Avec beaucoup de milliards décaissés, cette fois-ci, 0 franc déboursé. S'il vous plaît, madame. C'était un événement inédit. Quand on dit qu'on a confisqué les libertés, on a confisqué les droits et tout ce qui s'est dit, d'accord, c'est discutable tout ça. Il y a eu des avancées, absolument. Il y a eu des avancées. Mais il y avait quand même pas mal de prisonniers. Le CNRD a libéré des prisonniers politiques. Par contre, le CNDD n'avait pas de prisonniers politiques à libérer. On était dans ce contexte-là. On est sorti d'une élection, écoutez, assez mouvementée, pour des raisons que tout le monde connaît. Parce que quand des gens ont décidé que d'autres ne peuvent pas s'exprimer sur les questions importantes de la vie de la nation, il y a problème. Mais quand on a tripatouillé la Constitution... Non, on n'a pas tripatouillé la Constitution. Je voulais dire, M. Suleiman... Et le peuple a voté souverainement. Et à la suite, il y a eu des élections, encore une fois, à laquelle, n'est-ce pas, les partis politiques représentatifs ont participé. Je veux dire que le peuple était mis dans des conditions inacceptables. Le peuple était complètement terrorisé, le peuple était opprimé par ce pouvoir. Bon, là, on va revenir là-dessus. Lorsque vous écoutez un président venir à un meeting dire « Si vous sortez vos têtes là-bas, je vais vous amener à Korontine », ça c'est à la maison centrale. Celui qui fait, il y a des choses qu'on ne peut même pas répéter à l'antenne parce que c'est le monde entier qui nous écoute. C'est lui qui décide que si tu parles, il t'amène à Korontine.
Bon, le régime a changé. On va revenir voir ce que donne cette junte, si la réconciliation promise va être au rendez-vous, si la gabégie va s'arrêter. Ce que je constate, c'est que vous avez l'air d'accord avec ce qui se passe ici. Globalement, même ceux de l'opposition sont contents de voir qu'un gouvernement civil a été nommé. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre ici. Bon courage et puis bon vent à la Guinée. On espère que qu'il n'y aura plus de crise ici parce que ça fait beaucoup. Espérons que ce sera la dernière transition. Nous arrivons au terme de ce débat africain spécial Guinée. Merci, monsieur, madame, de nous avoir regardés. La réalisation de ce magazine était assurée par Sébastien Faye avec à ses côtés Thomas Holland. À très bientôt.